Donc, on va continuer l'introduction de la partie de l'émetteur numérique et le codage en ligne. Donc, pour se rappeler un petit peu, on s'est arrêté un petit peu, on a fait l'introduction des communications numériques, hein, c'est bien ça. Hein? Est-ce que vous me confirmez qu'on a bien introduit le chapitre pour les communications numériques? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Est-ce que vous arrivez à m'entendre là? C'est bon? Est-ce que vous me confirmez que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame, c'est bon. L'introduction en communication numérique. Vous vous rappelez? Donc, cette fois-ci, on va aborder tout ce qui est codage en ligne. Et le codage en ligne, c'est la première partie, disons, de l'émetteur numérique qui consiste à assigner un signal qui a une signification physique pour un signal numérique qui se traduit par un flux binaire, 1 ou 0. OK? Donc, en général, le codage en ligne, donc, ça sera l'opération qui consiste à assigner un signal numérique abstrait qui est un flux binaire, une suite de 1 et de 0. Hein. Il faut lui donner une forme physique, une forme d'onde. Parce que tous les signaux qui vont être transmis sont des signaux physiques, d'accord, qui sont à la base des signaux du type numérique ou analogique. D'après vous, est-ce qu'ils sont à la base des signaux qui sont numériques ou analogiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là? Madame? Oui, oui. صباح الخير. علاش نقول خاطر ما تخشيش باش نحاول هكذا. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? J'ai pas compris. مادام قلت لك فما ياسر تخشيش مانيش نسمع فيك بالكدا معناتها مش يوصل مفهوم الكلام. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est normal. Je sais pas pourquoi, vraiment. J'enlève l'alimentaire. Comme ça, vous me percevez mieux. Et comme ça, c'est bon? Oui, madame. أحسن شوية. C'est bon. Ok. Alors, j'ai dit ici, donc, pour un 0, on va assigner une forme d'onde S0 de T. Et pour le 1, pour traduire un 1 physiquement, on va associer une forme d'onde S1 de T. D'accord? Donc, par exemple, ici, en quoi diffèrent le S0 et le S1? On les a choisis de quel type ici, le S0 et le S1? Fréquences différentes. Ce sont deux signaux sinusoïdaux qui sont de fréquences différentes. Donc, ce signal-là, comme vous le voyez, ça, c'est une traduction physique de la suite 1, 0, 0, 1, 1. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi le débit binaire?
Donc, je reviens juste pour rappeler ici, c'est quoi le débit binaire? Le débit binaire, c'est le nombre de bits que vous pouvez transmettre pendant une seconde pour une transmission numérique. Donc, si TB, il désigne la durée de transmission d'un seul élément binaire, 0 ou 1. Le débit binaire, il sera de 1 sur TB. Donc, il est évalué, bien sûr, en bits par seconde. D'accord? C'est la vitesse, c'est le rythme auquel sont transmis les symboles binaires. Alors, on va maintenant étudier, essayer de voir. Alors, le signal numérique traduit physiquement par une suite de formes d'ondes, S0 de T et S1 de T, on va essayer de le caractériser fréquentiellement. Parce que c'est ce signal-là qui va constituer maintenant notre futur prochain modulant pour de la transmission numérique. D'accord? Donc, dans la suite, ce qu'on verra essentiellement, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le codage en ligne. Le codage en ligne, donc, c'est le fait de traduire un signal numérique abstrait, qui est une suite de 0 et de 1, par un signal physique. Et en second lieu, on verra les principales modulations numériques. Alors, on va entamer maintenant le codage en ligne. Donc, on désignera toujours par alpha K, c'est l'élément binaire à transmettre pendant la période KTB, K plus 1 TB. D'accord? Donc, on désigne cette période-là comme étant par le mot période symbole, ou période de la transmission d'un élément binaire. Par exemple, là, j'ai donné un exemple. Vous voyez ce signal-là, comme tout à l'heure. Pour ce signal, entre 0 et TB, là, on a envoyé quel élément binaire? Le 0 ou le 1? Pendant 0 TB, l'intervalle, la période 0 TB. Est-ce qu'on a envoyé un 1 ou un 0? Un 1. Comment? Un 1. Donc, ici, c'est l'élément binaire alpha 0. Il vaut 1 sur l'intervalle 0 TB. Après, vous avez l'élément binaire alpha 1 qui vaut ici 0 sur l'intervalle TB de TB. Là aussi, sur l'intervalle de TB, 3 TB, on a envoyé l'élément binaire alpha 2 qui vaut ici 0. Ainsi de suite. Donc là, il faudra un petit peu être accoutumé à définir l'élément binaire alpha K, c'est l'élément binaire qui sera transmis pendant KTB, K plus 1 TB. D'accord? Alors, est-ce qu'on connaît à l'avance ce alpha K? La valeur des éléments binaires qu'on va envoyer, par exemple, est-ce que le récepteur les connaît à l'avance? On a dit que ces éléments binaires, ils ont été issus de quoi? De la conversion analogique numérique, d'un signal analogique, du signal de départ, de l'onde acoustique, du signal audio, du signal image. D'accord? Ce alpha K, comment on va le traiter d'après vous? Le alpha K, c'est un élément binaire, donc il vaut 0 ou 1. Est-ce qu'on le connaît à l'avance? Est-ce qu'on pourra le connaître à l'avance ici, le alpha K? Chaque élément binaire alpha K, est-ce qu'on peut le connaître? Oui, non? Comment on va traiter ce alpha K? L'élément binaire qui sera transmis pendant KTB, K plus 1 TB. Comment on va le traiter?
comment on va le considérer, disons? Dites-moi. Est-ce que vous avez compris déjà la question? On va le traiter comme 0 ou comme 1. Oui, mais réellement, puisqu'on ne peut pas connaître cet élément alpha k dans le cas général, on va le traiter comme une variable aléatoire. C'est une variable aléatoire de Bernoulli qui vaut tantôt 1, qui vaut tantôt 0. Donc, en général, ces éléments alpha k, ces éléments binaires, ils seront toujours supposés comme étant indépendants et identiquement distribués. Ça veut dire quoi, indépendant? Ça veut dire le fait ici, par exemple, sur un intervalle, le fait que j'ai un 1 ou un 0, ça n'influence pas le fait que sur un autre intervalle, vous ayez 0 ou 1. Donc, vous avez ici des variables aléatoires indépendantes. Le alpha 0, alpha 1, alpha 2, ce sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes. Et en plus, on va supposer aussi que les alpha k, ils sont identiquement distribués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a autant de chances à chaque période symbole, pour chaque cas, d'avoir un 1 ou un 0. Si on a autant de chances, quelle est la probabilité d'avoir un 1 ou un 0? Il va être égal à combien? Un demi. Un demi. Elle va être égale à un demi. D'accord? Donc, comme énoncé ici, le codage en ligne, il va consister à associer à chaque élément binaire alpha k la forme d'onde ou le signal SI de t qui a une durée TB. Donc, il faut que chaque forme d'onde elle ait comme support uniquement l'intervalle 0 TB. Elle ne peut pas dépasser, s'étaler plus que sur TB. Sinon, ça va générer des interférences intersymboles. Donc, oui. Madame Belé, normalement, nous avons une séquence numérique, on va faire la traduction analogique. Oui. Et alors, le récepteur numérique, mais يعرفهاش. مثلا, pour établir, on a insisté ici sur le fait que alpha k, il sera traité comme une variable aléatoire. خاطر كي تجي انت تو باش تصور السبيكتر نتاعو. شو باش نحطو؟ D'un utilisateur à l'autre, le alpha k, il change de forme. هكا ولا ما نجمش نعرف quel est l'élément alpha k, qu'est-ce qu'il va valoir exactement. Donc, on va traiter ce signal. Vous voyez, la sortie du codeur en ligne, on va la traiter comme un signal aléatoire. Ça, c'est pour avancer le caractère aléatoire de ces signaux numériques. Je vais تكتبوا la forme exponentielle, la sinus, etc. Ce n'est pas une fonction mathématique déterministe, je veux dire. Hein? Mais il va être traité, celui-là, comme un signal aléatoire. Maintenant, je vais dire à l'avance. OK? Alors. D'accord. Donc, comme je dis ici, par exemple, l'exemple AVR, on a choisi deux fréquences différentes pour le 1 et le 0. Là, c'est un autre type de codage en ligne. Par exemple, ici, le S0 de T, on a choisi ça sous forme rectangulaire d'amplitude moins V. Et lorsqu'il s'agit d'envoyer le S1, je vais l'envoyer avec un niveau plus V. D'accord? Donc, réellement, et c'est ce qu'on verra dans la suite, souvent, ces formes d'onde, les SI de T, sont associées à la même forme d'onde rectangulaire H de T. On va choisir le cas où on va différencier le 0 et le 1 par juste un niveau d'amplitude que je note ici grand A. D'accord?
Donc, on va se limiter au cas de forme d'onde, comme ici, c'est le cas. Hein. Par exemple, ici, S0 de T, il va valoir quoi? Ou bien, c'est moins V fois H de T. H, c'est la forme d'onde rectangulaire hein, qui vaut 1 sur 0 TB. Ou elle a plus V fois H de T. D'accord? Du coup, la sortie du codeur en ligne, elle va s'écrire comme somme sur K, AK, H de T, KTB. Avec AK qui vaut tantôt A0 si l'élément binaire à envoyer c'est 0 et elle vaut l'amplitude A1 si alpha K égale 1. On a fait l'exemple, le AK il va valoir moins V si alpha K égale 0 ou AK il est égal à plus V si alpha K égale 1. Alors on va expliquer ça, cette écriture. Hein. Donc, dorénavant, tout sorti un codeur en ligne, on a signal avec tout signal avec. Hein, et il s'écrit en fait comme somme sur K, AK, H de T, moins KTB. Alors, on va justifier un petit peu pour comprendre l'exemple. Allez, je t'écris sous forme de cette somme-là. D'accord? Manière E de T, si vous ouvrez ici somme, vous allez retrouver A0 fois H de T. Plus A1 fois H de T moins TB, plus A2 fois H de T moins 3 TB, etc. Comme ça jusqu'à l'infini, comment ça va s'arrêter hein, à un certain moment. Alors, un exemple. Par exemple, ici, on a choisi la forme d'onde rectangulaire avec AK. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on va appeler maintenant le symbole binaire. Marra, il vaut moins V si alpha K égale 0 et AK égale plus V si alpha K égale 1. D'accord? Donc, on a choisi des formes d'onde qui diffèrent juste par l'amplitude, mais avec le même HT, la même fonction de support. Alors, par exemple, vous voyez bien ici, donc si on va traduire avec ce codage en ligne le 1, 1, 0, 1. Alors, pour 1, je vais mettre ici plus V sur 0 TB. Après, pour l'autre 1, ça sera un autre plus V fois H de T moins TB. Pour 0, on va basculer vers moins V. Pour 1, on revient à plus V. Donc, vous voyez, là, j'ai tracé l'allure de A0 fois H de T pour 1. Là, c'est l'allure de A1, H de T moins TB. Donc, vous décalez la fonction rectangulaire, vous la multipliez par A1. Là, c'est le A2, H de T moins 2 TB. Et là, c'est le A3, H de T moins 3 TB. Donc, vous vérifiez bien que si je fais la somme de ces trois fonctions, j'obtiens ici ma sortie de codeur en ligne. D'accord? Donc, ça, c'est pour justifier l'écriture. E de T, donc la sortie du codeur en ligne, et somme sur K, AK, H de T moins KTB dans le cas d'une transmission binaire. N'importe quel signal, si on utilise la même forme d'onde pour S0 et S1, on va avoir cette écriture. D'accord? Donc, dans la suite, on va adopter ce genre de codage en ligne. Ce type de traduction, comme vous voyez, c'est simple. Hein? Pourquoi? Parce qu'on utilise la fonction rectangulaire comme support. Et là, on fait juste différencier 1 et 0 par l'amplitude. Mara plus V, Mara moins V. J'aurais pu choisir un autre type de codage en ligne. D'un retard pour 1 plus V, pour 0, moins 3V, par exemple. Hein. C'est bon ici? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Alors, maintenant, on va expliquer un petit peu le principe de ce que c'est, comment on peut faire une transmission binaire. On parle aussi de transmission MR. On va voir quel est l'intérêt derrière une transmission MR. Alors,
Donc là, c'est le récap de ce que j'étais en train de dire. Donc, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le signal de sortie d'un codeur en ligne, dans le cas d'une transmission binaire, ça va s'écrire comme E de T, c'est la somme sur K, AK, H de T moins KTB. Donc ça, c'est le signal qui va jouer maintenant le rôle du modulant qu'on veut transmettre dans une transmission numérique. Parce que, comme on l'a dit, l'introduction, on ne va plus transmettre le M de T, le modulant tel qu'il est sous sa forme analogique, mais par contre, on va envoyer le signal numérique traduit sous forme de 1 et de 0, qui est associé à M et qui est obtenu par conversion analogique numérique. Maintenant, ce signal-là, 0 et 1, il va falloir le traduire sous la forme d'un signal physique pour pouvoir l'envoyer à travers un milieu, un canal de transmission, fibre optique, canal radio, etc. D'accord? Donc, ce codage en ligne qu'on va adopter pour la suite, il s'écrira toujours, les formes d'ondes s'écriront comme grand AI fois H. Avec grand AI, on va associer deux amplitudes différentes pour 1 et 0. Alors, comment on peut procéder par une transmission MR binaire? On peut procéder par ce qu'on appelle une transmission MR. Alors, ça consiste à faire quoi, une transmission MR? Ça consiste à regrouper le flux binaire en des MUplay, donc en des paquets de bits, d'éléments binaires. Chaque paquet, il contient N éléments binaires, et pour chaque paquet de N éléments binaires, on va associer une forme d'onde. On va voir quel est l'intérêt de ça. Donc, dans ce cas-là, le SI de T, ce sera la forme d'onde qu'on va appeler associée à un symbole donné. La durée d'un symbole, puisque vous regroupez l'information par NUplay d'éléments binaires, la durée d'un symbole, ça va être N fois TB. Donc, le NUplay de bits, et il est appelé mot ou encore symbole de durée DS. Donc, combien de valeurs peut prendre un symbole? Si un symbole, c'est l'ensemble de N éléments binaires. Chaque élément binaire, il peut prendre la valeur 0 ou 1. Donc, un symbole. N. Donc, vous avez 2 puissance N valeurs possibles qui sont identifiables par M possibilités de forme d'onde. Alors, dans ce cas-là, le débit, ce qu'on appelle le débit symbole, ça va être combien de symboles vous allez envoyer pendant une seconde. Donc, c'est le 1 sur TS. Donc, or, TS, c'est le N fois TB. Donc, vous aurez ici le débit symbole qui est égal au débit binaire sur N. On est sur log à base de 2M. Donc, comme vous le voyez ici, le débit binaire donc, devient le débit symbole fois log à base de 2M. Donc, le débit binaire, il est plus grand si jamais on adopte une transmission MR. Alors, on a un exemple ici pour expliquer ça, la transmission MR. Alors, supposons qu'on veut transmettre ce flux binaire, le 1, 1, cette séquence, 1, 1, 0, 1, 3 fois 0, puis 1. D'accord? Alors, on nous dit qu'on on nous offre un codeur en ligne qui peut commander des changements d'état de l'amplitude du signal chaque TC seconde. Donc, la valeur de TC, elle est fournie par le constructeur. Autrement dit, je peux te fournir un codeur en ligne qui peut te générer ce signal-là avec TC qui est égal à une certaine valeur donnée, par exemple de l'ordre de, je ne sais pas, 5 nanosecondes. D'accord? Il faut se dire que ces changements d'état, vous voyez ces changements d'état, ça c'est la prouesse électronique qui les gère. On ne pourra pas diminuer indéfiniment le TC. Vous avez une limite inférieure pour cette valeur. C'est comme l'horloge pour un ordinateur. Plus l'horloge
elle augmente de changement d'état, plus vous allez, c'est l'électronique, disons, qui dicte la poussée et le progrès vers la rapidité de changement d'état dictée par la valeur de TB. Alors, ici, on a, par exemple, on peut adopter une transmission binaire. Une transmission binaire, elle va associer pendant l'intervalle 0 TC que je vais choisir pour 0 TB. Elle peut, donc on va dicter les changements d'état pour chaque TB égale à TC, et donc on aura la transmission ici de la séquence pendant quelle durée ici. Pour transmettre cette séquence, il me faudra une durée de combien? 1, 2, 3, 4. Vous avez 8 éléments binaires. Donc, ces 8 éléments binaires, ils seront transmis pendant quel intervalle de temps? En fonction de TC. En fonction de TC. 8 TC. Ce sera combien? Donc, on aura besoin de 8 TC secondes pour envoyer cette séquence binaire. D'accord? Alors, si on choisit de transmettre la même séquence, mais maintenant par une transmission 4R. Donc ici, M, il est égal à 4. Qui dit M c'est le 2 puissance N. Donc vous allez regrouper ici les éléments binaires par 2. D'accord? Donc là, on aura besoin de ce qu'on appelle une loi de codage qui sera donnée. Hein, c'est la loi de codage qui sera dictée par le type de codeur en ligne que vous allez utiliser. Donc ici, par exemple, on vous donne la loi de codage qui, pour 2 éléments successifs, elle va associer le symbole AK qui peut prendre 4 valeurs, puisque je vais regrouper par 2 éléments. Donc pour le couple 1-1, je vais associer la valeur plus 3 volts. Pour le couple 0,1, on va associer la valeur plus V. Pour 0,0, ça sera moins V. Et pour 1,0, ça sera moins 3V. Donc, si on choisit de faire une transmission 4R, donc on va fixer la valeur de TC pour le changement d'état. Donc, TC ici, ça sera réellement la période symbole, la période d'un symbole qui est égale ici à 2 fois TB. Donc, le 1,1, on va le coder par la valeur plus 3V. Donc, pendant 0 TC, je vais envoyer ici la séquence 1,1 en octroyant l'amplitude plus 3V. Après, j'ai la séquence 0,1. Pour 0,1, je vois dans la table de codage, c'est plus V. Donc après, pour l'autre, pour 2TS, sur TS, 2TS, je vais envoyer donc plus V. Pour 0,0, là, on va envoyer la valeur moins V. Donc, on bascule vers moins V. Après, on a la valeur, le N-multiplé 0,1. Hein? Donc, ici, le 0,1, je vois dans la table de codage, c'est le plus V. Donc, j'associe plus V. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque? Pour envoyer cette même séquence avec une transmission 4R, quelle est la durée d'envoi? Ici. Elle est de combien? 4 TCE. Donc là, on a que 4 TCE. D'accord? Donc, du coup, le débit binaire, il sera plus grand avec une transmission 4R. Ici, ça, c'est sûr. Donc, et ça, vous le voyez déjà sur cette expression. Vous voyez que le débit binaire, lorsque le DS, il est fixé, à un débit symbole fixé, plus vous augmentez la valeur de M, plus vous procédez par une transmission MR, plus le débit binaire, il va être important. Donc, trop le débit binaire important, vous transmettez avec une plus grande vitesse. Vous téléchargez le fichier bit. Par exemple, le Wi-Fi, ADSL, etc. On procède avec des transmissions MR avec M égale 512, 256, 1024. Donc, on regroupe les symboles, on regroupe les éléments binaires par des paquets de 8 bits, 9 bits, 10 bits.
D'accord? Tout ça pour augmenter le débit binaire. Okay. Donc, en général, maintenant, hein, la plupart des transmissions, sachant qu'on requiert toujours, on est toujours dans l'optique chercher à faire des transmissions haut débit pour permettre un confort dans la. On ne peut pas faire un streaming avec un débit qui n'est pas important, hein. Ou bien des visioconférences, ou bien faire comme ça des cours en ligne, etc. Là, il faut savoir que toutes les transmissions sont faites en MR, hein, plus de binaire pratiquement, parce que la quantité d'information, pour faire transiter l'information avec un plus grand débit binaire. Donc, c'est le dB. C'est bon ici pour cet exemple? C'est compris la transmission MR? Ça va ou vous avez des questions? Alors, donc, procéder par une transmission MR, c'est un moyen d'augmenter le débit des transmissions, car dB, c'est ds fois log à base 2 de M. Qui dit ça, vous allez me dire, alors on a intérêt toujours à augmenter la valeur de M. Donc, à regrouper les fichiers d'octets par des paquets de M bits afin d'augmenter le dB. Seulement, on a une limite pour les valeurs de M qu'on peut choisir, c'est-à-dire on ne pourra pas augmenter indéfiniment la valeur de grand M. Et ça, c'est dû au risque de commettre des erreurs à la réception. Pourquoi? Pour un petit peu avoir une idée sur ça, en général, le cas comme ça, parfait, avoir une sortie de codeur en ligne très très parfaite à la réception, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura au moins un débit de transmission qui va se superposer au signal. D'accord? Alors, vous voyez bien, même si, par exemple, ici, vous avez une altération de la valeur de la forme d'onde pour un 1 et pour un 0. Mais on arrive quand même à décider que ça, c'est la forme d'onde associée à un 1 et ça, c'est la forme d'onde associée à 0. Même en présence de bruit. Bien sûr, plus la puissance augmente, plus peut-être on ne pourra pas faire. Mais si jamais j'augmente le M, qui dit augmenter le M, dit vous allez augmenter, disons, les niveaux ici sur lesquels les amplitudes avec lesquelles vous allez transmettre les différents symboles. Là, si le bruit augmente, il risque d'être confondu avec cette valeur-là. Donc là, peut-être on aura du mal après à la réception pour décider que ça, c'est la valeur qui correspond à 1, 1 et ça, c'est pour 0, 1. Donc, on pourra commettre des erreurs si, imaginez ici une touma, si c'était le cas pour 4 R. Mais si on a une transmission 512 R, avec M égale 512, là, il faut imaginer que vous allez avoir plusieurs niveaux pour la sortie du codeur en ligne qui vont se rapprocher de plus en plus et on risque de commettre de plus en plus d'erreurs. Donc, dans le cas général, maintenant, on va énoncer la sortie du codeur en ligne. Donc, pour le cas général, elle va s'écrire directement comme somme sur K, AK, H de T moins KTS. Avec H de T, ce sera la forme d'onde rectangulaire sur 0 TS, équivaut plus V. Et TS, la durée d'un symbole. Et AK, ce sont les éléments de l'alphabet de modulation. D'accord? Le H de T ici, vous pouvez l'écrire comme la fonction rectangulaire de largeur TS qui sera décalée de TS sur 2. C'est compris ici pour la sortie du codeur en ligne. Donc, si vous choisissez de faire une transmission binaire, vous allez choisir le grand M égale à 2.
Grand M égale à 2, ça correspond à deux symboles, donc A0 et A1. Et là, ça correspond, le TS, il va être égal à N fois TB avec N égale à 1. Donc le TS, il sera égal à TB. C'est bon ici, vous avez une question? Vous pouvez répéter. Donc, la sortie d'un codeur en ligne. Il y a traduction physique maintenant d'une suite de 0 et de 1. Ça va s'écrire comme la somme sur K, AK fois H2T moins KTS. Qui a cette allure-là, autrement dit. Hein. C'est un signal carré hein, avec plusieurs niveaux d'amplitude. Alors, le AK, c'est ce qu'on va appeler le symbole à transmettre, le symbole MR. Donc, ce symbole MR, il va prendre grand M valeur possible. Avec grand M, il y a 2 puissance N. Par exemple, si vous décidez de faire une transmission 4R, ici, vous aurez 4 valeurs possibles. Si vous décidez de faire une transmission 16R, là, vous aurez 16 valeurs possibles. D'accord? Donc, 16R, ça correspond au regroupement par combien d'éléments binaires? Grand M égale 16. Donc là, vous avez regroupé par combien? Chaque symbole, il correspond au regroupement de 4 éléments binaires. On a grand M, il y a 2 puissance N. D'accord? Alors, la forme d'onde qui sera utilisée par défaut, ce sera la forme d'onde rectangulaire. H de T, elle vaut plus V entre 0 et TS. Qu'est-ce qui va différer d'un symbole à l'autre? C'est le niveau AI. A0, c'est pas le même que A1, c'est pas le même que AM-1. Le H de T, en fait, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. La mise en forme, pour dire, c'est elle qui va donner la forme, en fait, de la sortie du codeur en ligne. On voit sa forme là. Merci, madame. Alors, la question maintenant qui se pose, est-ce que cette sortie du codeur en ligne qui représente le signal à émettre, hein, donc c'est réellement cette sortie E de T maintenant qui va jouer le rôle de modulant. Multiplexage fréquentiel, vous allez émettre E de T comme signal. Ce sera notre M de T. Ce qu'on a traité dans les communications analogiques comme M, maintenant, c'est le E de T qui va le représenter. Alors, la première chose à laquelle on doit s'intéresser, c'est que qu'est-ce qu'il contient ce signal comme fréquence? On en a besoin pourquoi? Pour pouvoir après travailler avec les modulations, etc. Si on travaille avec une modulation, c'est qu'on doit savoir que vaut le spectre et pour pouvoir parler d'occupation spectrale, etc. Alors, ce signal-là, d'après vous, les AK ici, les symboles, ils sont traités ici comme des variables aléatoires. Je ne peux pas les connaître à l'avance. Donc, on va traiter ce signal-là comme étant un signal aléatoire. C'est pour ça qu'on a un petit peu vu comment calculer le spectre de puissance d'un signal aléatoire. D'accord? Donc, on va essayer de voir comment se présente le contenu fréquentiel de E de T et il va dépendre de quoi? Parce que d'un codeur à l'autre, qu'est-ce qui pourra changer? La forme d'onde H de T pourra changer. Les valeurs prises par les symboles AK, A0, A1, AM-1, ils peuvent changer. Les statistiques, la probabilité d'avoir un 0,
elle peut différer de la probabilité d'avoir un A1, etc. Donc, on va voir un petit peu quelques cas pour ce genre de choses. Alors, donc, on entame ici la partie comment calculer le spectre de puissance de ces signaux qui sont les sorties décodeurs en ligne. Donc, comme je viens de dire, E de T, il dépend de la distribution des symboles et de la forme d'onde. Autre chose, une remarque ici, le E de T en fait s'écrit comme somme sur K, AK, H de T moins KTS. Si on écrit le H de T moins KTS comme distribution de Dirac convolue à H, donc on pourra écrire le E de T comme somme sur K, AK, delta T moins KTS, le tout convolué à H. Donc la sortie de codeur en ligne, on peut la voir, on peut l'interpréter comme étant, c'est comme si vous aviez un signal qui est une distribution de points, de symboles, à l'entrée d'un filtre de mise en forme de réponse impulsionnelle H de T. Donc ça, c'est une deuxième interprétation de la sortie du codeur en ligne. Donc on peut voir la sortie d'un codeur en ligne E de T comme la sortie d'un filtre qu'on appelle un filtre de mise en forme de réponse impulsionnelle H de T et d'entrée le signal A de T qui est la somme sur K, AK, delta T moins KTS. Avec AK, ce sont les symboles à transmettre. Delta ici, c'est la distribution de Dirac. Donc cette expression, c'est ce qu'on appelle en général l'expression d'un signal purement numérique. D'accord? Donc A de T qui est la somme sur K, AK, delta T moins KTS. C'est un signal qui est particulier parce qu'il est formé de symboles, c'est une suite de symboles. Et on a ici comme support la distribution de Dirac pour exprimer ça de façon physique. Donc, si E de T, c'est la sortie de ce filtre-là, correspondant à l'entrée A de T. On a eu un résultat sur les signaux aléatoires. Vous pouvez me donner que vaut la DSP de la sortie d'un filtre par rapport à la DSP de l'entrée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La DSP de la sortie d'un filtre par rapport à celle de l'entrée, ça va être égal à quoi? Vous vous rappelez? Oui, non? On l'a vu, ça. Hein? S de F norme de H au carré. Voilà. Donc, la DSP de E de T, hein, DSP de la sortie, c'est la DSP de l'entrée multipliée par module de H de F au carré. C'est la différence avec le cas déterministe. Hein. Le cas déterministe, hein, comme transformé de Fourier de la sortie et transformé de Fourier de l'entrée fois H de F. Là, le cas aléatoire, s'ils sont stationnaires, etc., on montre que la DSP de la sortie et la DSP de l'entrée fois un module de H de F au carré. Je vous rappelle que la DSP, c'est ce qui joue le rôle de spectre de puissance de E de T. Bien. Donc, pour déterminer donc la DSP de E de T, parce que on a besoin de qualifier, quantifier, caractériser fréquentiellement E de T. Donc, DSP. Donc, pour pouvoir la calculer, il faudra calculer quoi? La DSP de l'entrée, il y a un signal numérique particulier B, et on aura besoin de module de H de F au carré, donc il faut H de F, il faut l'avoir. Donc, alors, je vous épargne les calculs, on montre en fait que ce signal particulier, ce signal numérique, il a une DSP qui peut se mettre sous cette forme-là, sous la forme de cette somme-là. D'accord? Pas la peine d'apprendre
cette expression. Si vous en aurez besoin, on vous la donnera. Alors, on va expliquer un petit peu c'est quoi. Donc, la DSP de ce signal numérique, elle se présente comme la somme ici de 3 parties. Là, on va identifier d'abord quels sont les paramètres dans cette expression. Vous avez le TS. TS qui est la durée d'un symbole, il est N fois TB. Vous avez ici le sigma A carré. Sigma A carré ici, c'est la variance des symboles, parce que les symboles, ils sont traités comme étant des variables aléatoires. D'accord? Vous avez ici la constante MA. MA ici, c'est la moyenne des symboles, la moyenne statistique. Hein. Je parle de ça. Donc, vous avez des termes ici, constant cosinus de pi f kts, et là, c'est la distribution de Dirac, delta f moins k sur ts. Donc, ça, ce sont des fonctions qu'on connaît, hein, qu'on pourra utiliser. Et vous avez un coefficient ici qui est noté gamma A'. Gamma A', c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation normalisée. C'est l'espérance de AN moins MA fois AN moins K moins MA conjugué sur sigma A. Sigma A ici, c'est l'écart type des symboles. Donc, si jamais vous avez besoin de déterminer complètement ce spectre de puissance de A de T, il y a qu'à calculer quoi? Vous devez calculer le sigma A carré, le coefficient gamma A' et le MA. Et du coup, vous aurez votre expression finale. D'accord? Donc, ça, il y a une preuve, bien sûr, pour ce résultat-là. Hein, quand vous voyez, mais c'est pas évident de calculer, disons, le spectre de puissance, déjà parce que d'ailleurs, vous avez des manipulations à faire avec la distribution de Dirac delta de T. Oui? Normalement, on montre que A de T est un signal stationnaire au sens large. Oui, oui, ouais. Mais bon, pour vous, vous avez le droit d'utiliser directement cette expression. On vous la donnera, pas la peine, pas besoin de la prendre, celle-là. Hein. Pas besoin de la prendre. Il suffit de reconnaître c'est quoi MA. MA est la moyenne des symboles. Sigma A carré est la variance. Gamma A' est le coefficient de corrélation normalisée. Donc, on va faire un exemple pour mieux comprendre ça. Alors, la première remarque, d'abord. Vous voyez bien le coefficient de corrélation normalisée, le gamma A' de K. OK? Alors, gamma A', c'est l'espérance de AN moins MA fois AN moins K moins MA. D'accord? Alors, si les symboles, ils sont supposés indépendants, je m'en ai, les symboles sont indépendants. Je m'en ai de variables aléatoires indépendantes. Espérance X fois Y, vous pouvez l'écrire comme c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y. Du coup, si j'ai le AN, le symbole AN qui est indépendant de AN moins K, donc je peux écrire que l'espérance de ce produit, c'est le produit des espérances. Or, espérance de AN moins MA, je vais avoir ici, c'est espérance de AN moins espérance d'une constante, liée MA. Or, espérance de AN, c'est MA, donc je vais avoir MA moins MA, c'est 0. Donc, dès que les symboles sont supposés indépendants, directement le coefficient de gamma A' choisit nul. Pour tout cas différent de 0. Et du coup, l'expression SA de F, vous n'aurez plus ce terme central là. Somme de 1 plus l'infini, gamma A' de K, elle va disparaître, fois cosinus. OK? Donc, vous avez le droit directement d'utiliser le fait que
Si vous êtes avec des symboles indépendants, ce qui sera en général le cas, le coefficient Hadouma gamma prime, il sera nul. Du coup, toute cette somme centrale, elle sera nulle. Warta, juste, il restera cette partie du spectre de puissance et cette partie-là. Alors, on va faire un exemple. On va essayer de déterminer la DSP du signal numérique issu du codage du code, ce qu'on appelle NRZ binaire. Alors, le codage NRZ binaire, il utilise la forme d'onde rectangulaire sur 0 TB, donc qui vaut plus V sur 0 TB. Le symbole AK, il vaut 1 si alpha K égale à 1, si l'élément binaire c'est 1. Pour 0, le AK, il prend la valeur moins 1. D'accord? Donc, est-ce qu'on est ici dans le cas d'une transmission binaire ou MR? Binaire. Binaire. Alors, les symboles, ils seront supposés IID, manière indépendant, identiquement distribués. OK? Identiquement distribué, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, vous avez, pour les symboles, probabilité d'avoir AK qui est égal à plus ou moins 1 et est égal à 1,5. Vous avez autant de chances d'avoir le symbole AK qui vaut 1 ou le moins 1. Vous avez autant de chances d'avoir 1 ou 0. OK? Donc là, si on calcule l'espérance de AK ici, il est traité comme une variable aléatoire qui vaut ou bien la valeur 1 avec probabilité 1,5 ou moins 1 avec probabilité 1,5. Vous aurez c'est 1 fois 1,5 plus moins 1 fois 1,5, c'est 0. Donc là, c'est pour le calcul de la moyenne des symboles. Pour la variance. La variance aussi, je suppose que vous connaissez. Comment on pourra la calculer? Donc, ce sera les valeurs prises multipliées par les probabilités. Donc là, lorsque AK est vaut 1, ça va être 1 au carré fois 1,5 plus moins 1 au carré fois 1,5. Normalement, moins la moyenne au carré. Or, la moyenne, c'est 0. Donc, du coup, ça vous fait 1. Donc, si je reviens ici pour remplacer l'expression V, les symboles sont indépendants, donc on n'aura pas ce terme-là. Le MA, il vaut 0, donc on n'aura pas ce terme-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur TS, or TS, c'est TB. Donc ici, le SA de F, il va être égal à 1 sur TB. C'est bon ici pour le calcul de SA de F, la DSP de A de T? Vous avez des questions? C'est bon ici? Alors, pour calculer maintenant, qu'est-ce qui reste pour calculer le SE de F? Le SA de F, il nous reste le H de F. H de F, vous le traitez comme la fonction rectangle. Donc ici, H de T, comme je l'ai écrit tout à l'heure, la forme d'onde. Alors, je reviens ici. La forme d'onde s'écrit ici comme un rectangle de largeur TB en T moins TB sur 2. Donc, H de F, c'est le V fois TB fois l'exponentielle pour le retard, fois sinus cardinal FTB. Donc, SE de F, ça va être SA de F, il est égal à 1 sur TB, fois le module au carré de H de F. Et en prenant le module, là, vous aurez le module de exponentielle moins JP FTB qui est égal à 1. Donc, ce qui va rester, c'est le V carré, TB carré, sinus cardinal carré. Donc, ça sera V carré fois TB fois sinus cardinal au carré FTB.
D'accord ici pour le calcul de la DSP de la sortie du codeur en ligne pour le code NRZ. C'est bon? مدام كيفاش عرفتوا الاكسبرسيون تاع H de F؟ H de F, mais il y a le H de T هو شنو؟ Alors je reviens. H de T ما هو transformé de H de F transformé de Fourier de H de T. Il y a fonction rectangle. D'accord. Donc là on a le rectangle retardé. Donc là on va parler de propriétés transformé de Fourier de x de t moins t0. Il y a exponentielle moins j de pi ft0 fois x de f. Donc, là, je dois comptabiliser le retard, ou il y a comme exponentielle moins j pi ftb, fois transformer de Fourier d'un rectangle ici, rts, voilà, rtb de t. Je me suis dit, ça va être donc v fois tb fois sinus cardinal ftb. D'accord? D'accord, merci. Vous avez une autre question ici? Dites-moi. Donc, si on trace l'allure du spectre de puissance, vous voyez son allure? Là, c'est en fait, on voit l'allure de sinus cardinal carré. OK? Madame, oui, oui. Madame بلي في الاس ا دو اف قلت لنا انديبوندون دونك فما تيرم يتنحى ديما نحيوها. Indépendant, oui. C'est les symboles. ديما انديبوندون هما. قلنا par défaut indépendant, mais مثلا تو نعطيكم série d'exos مرات تجيكم مش indépendant. فهمت؟ مادام شنو اللي خلاهم هذاك يبداو انديبوندون تتنحى الكوفيسيون دو كوريلاسيون؟ الكوفيسيون هذه يا ريت bon je fais la démonstration mais verbalement. l'AN هذايا هو l'aléatoire ici. Il est indépendant من AN-K. هكا ولا؟ Là, ce sont deux symboles indépendants. Donc, je te dis l'espérance du produit. Je te dis qu'il est le produit des espérances. Donc, وقت تاخذ l'une des espérances, تاخذ l'espérance à n moins ma. Je te dis que espérance de an moins espérance de ma. Espérance de ma, c'est la constante ma. Ou espérance de an, هي بدا ma. Donc, ma moins ma, ça vous fait 0. Donc, ça, faire ça, vous êtes en train de retrancher à n sa moyenne. Donc, vous êtes en train de centrer la variable. Du coup, l'espérance de la variable est 0. Et du coup, vous aurez le gamma prime, c'est 0. OK? Pour les symboles indépendants, si les symboles ne sont pas indépendants, eh ben, le gamma prime ne sera pas nul. Il faudra le calculer. On verra un exemple fait aider sur ça. OK? Ok, maintenant, Quand des symboles indépendants, terme il va toujours disparaître. Vous laisserez juste cette partie, ou la partie AD, qu'elle est différente. OK? Alors, là, pour la sortie du codeur en ligne, donc là, j'ai tracé l'allure de SE de F. OK? D'après son allure, SE de F, est-ce que c'est un signal qui est à bande théoriquement? Quelle est sa largeur de bande? Théoriquement. D'après l'allure de la DSP, bon, la DSP, c'est ce qui joue le rôle du spectre maintenant. D'après l'allure de la DSP, quelle est la bande de ce signal-là, E de T? La bande est infinie, normalement.
théoriquement, elle est infinie. D'accord. Mais pratiquement, je n'ai limite. Lorsque f tend vers l'infini en valeur absolue de sinus cardinal carré, c'est 0. Donc, il va arriver un certain moment où ces ondulations, elles vont devenir de plus en plus faibles, presque nulles. D'accord. Du coup, on pourra approximer, en général, on approxime ce genre de fonction en éliminant quelques ondulations. Par exemple, il y en a ceux qui gardent dans ce spectre que le spectre entre -1 sur TB et 1 sur TB. Vous voyez là, je vais vous faire remarquer que sinus cardinal FTB, elle s'annule en 1 sur TB, 2 sur TB, 3 sur TB, -1 sur TB, -2 sur TB, d'accord? Et il est symétrique. Donc, en général, on peut garder que ce lobe principal, fait sinus cardinal carré. Il y en a ceux qui gardent ce lobe principal plus les 2 lobes secondaires. D'accord? Ça dépend du degré d'approximation qu'on peut faire de cette fonction-là. Parce que sinus cardinal carré, elle va aller plus vite vers 0 que sinus cardinal x. Donc, normalement, les lobes secondaires, ils ont une plus faible amplitude que sinus cardinal. Par exemple, ici, si je tronque le signal, les lobes secondaires, au-delà de -1 sur TB, 1 sur TB. Là, à quoi va être égale la bande du signal? Si on élimine, on néglige les lobes à quoi va être égale la bande du signal? Deux sur TB. Voilà. La bande fréquentielle, c'est l'intervalle -1 sur TB, 1 sur TB. On a dit 1 sur TB, c'est quoi? 1 sur TB, c'est quoi le 1 sur TB? C'est le débit binaire. Spectre de puissance, sortie du codeur en ligne, je me les débits binaires. Plus vous transmettez un débit binaire qui est important, plus qu'est-ce qui va arriver ici pour le spectre? Pour le lobe principal, il va s'élargir. Largeur de bande ici, qui est de 2 fois le débit binaire, il va se situer dans quel ordre, d'après vous? Largeur de bande, maintenant, 2 dB. dB, dB, oui, mais dans quelle plage de valeur, disons? L'infini. Le kilo, la le méga. Alors, pour là, il faut savoir, là, il faut sentir ça maintenant, dorénavant. Si vous voulez faire des transmissions au débit, le dB ici, il est dans les mégabits par seconde. Donc là, vous aurez un signal et le spectre il est dans les mégahertz. Donc, ce n'est pas un signal qui est réellement basse fréquence, mais c'est un signal qui est en bande de base. En bande de base, un spectre n'est pas nul autour de 0, avec cette largeur qui dépasse quelques centaines de kilohertz. Elle est dans les mégahertz. D'accord? Donc, on le qualifie plutôt comme la sortie d'un codeur en ligne de point de vue fréquentiel. C'est un signal qui est en bande de base. Le débit binaire dB important dans les mégabits par seconde, voire gigabits, etc. D'accord? Donc maintenant, ce E de T, le E de T qui a cette DSP-là, c'est ce qui va jouer le rôle de modulant pour nous, pour faire de la modulation. On aura besoin de faire de la modulation. Pourquoi? Essentiellement pourquoi?
Allez, on aura besoin de faire de la modulation toujours pour ces systèmes de transmission numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs utilisateurs qui vont gérer le même milieu de transmission. Donc, chacun, il va générer une sortie de codeur en ligne, E1 de T, E2 de T, E3 de T, d'accord? Et chacun, il va demander une bande fréquentielle qui va lui être allouée. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, l'issue de ça, c'est quoi? Il faut que vous arriviez donc à calculer la DSP de la sortie d'un codeur en ligne. Ça, c'est maîtrisable. Pourquoi? Parce que il suffit juste de calculer en fait les statistiques des symboles, hein, MA ou sigma A. Vous remplacez ici SA de F et après vous multipliez par module de H de F au carré. Vous tracez la DSP. Par exemple, ici, si je tronque le spectre en dehors de moins 2 sur TB, 2 sur TB, quelle est la largeur du signal, de la bande du signal? Elle va être de combien? C'est-à-dire si on tronque, on élimine les ondulations en dehors de l'intervalle moins 2 sur TB, 2 sur TB. À quoi va être égale la largeur de bande de la sortie du codeur en ligne dans ce cas? Elle sera de combien? Elle sera de 4 sur TB. Moins 2 TB et 2 sur TB. Donc, vous aurez une largeur de 4 fois le débit binaire. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que la sortie du codeur en ligne, sa largeur de bande, elle va être toujours proportionnelle à quoi? La largeur de bande, elle va être proportionnelle au débit binaire. Comment? D'accord? Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Madame? Oui. Madame, فهمتي كيف نعرفوا البلاج نتاع الديبي من Les plages, disons, c'est nous qui vous demanderons un petit peu d'approximer ce spectre-là. Par exemple, comme vous allez négliger les ondulations secondaires du sinus cardinal en dehors de moins 1 sur TB, 1 sur TB. C'est comme si donc vous allez approximer ce spectre-là par juste la valeur du spectre entre moins 1 sur TB et 1 sur TB. Madame, l'approximation تاع البنات ما بيناتها وما بين الديبي. احنا بروبورسيونيل من بعد شنو هذيك قلنا اوميغ حسيلو فما remarque على ايش قلت ici قلت dans tous les cas vous décidez de garder juste le lobe principal ou la marhaba les deux lobes secondaires juste voisins, etc. Ce que vous remarquez est les débits, la largeur de bande de ce signal. Elle est proportionnelle à quoi? Au débit binaire. Oui. Les débits binaires en général, pour une transmission au débit. Les débits binaires, les valeurs dans quelle plage? Débit binaire, il va être mégabits par seconde. Donc, la largeur de la bande, le signal qui va être généré, elle est dans les mégahertz. Donc, sortie de le codeur en ligne, ça c'est pour saisir le fait que sortie de le codeur en ligne, c'est pas réellement un signal qui est basse fréquence, hein. C'est un signal qui est haute fréquence,
en bande basse, c'est ce qu'on appelle un signal en bande basse. Allez, à la khadr spectre météo, il est toujours situé autour de 0, mais cette largeur, elle peut dépasser les quelques centaines de kilohertz. Elle peut être le mégahertz ou le gigahertz. C'est par rapport à ça. Oui, madame, merci. Alors, vous voulez prendre 10 minutes, après on revient? Oui. Ok. D'accord, alors on revient dans 10 minutes.